Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est l'un des plus grands serial killers de tous les temps que Franck Ferrand convoque aujourd'hui au tribunal de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Gilles de Rais a tué pas mal de monde, c'est vrai, essentiellement des jeunes gens et même des enfants. On dit que Charles Perrault s'était inspiré de lui pour créer le personnage de Barbe Bleue. En vérité, il était loin du compte et le seigneur de Tiffauges s'est révélé bien pire que tous les ogres de la littérature. Et comme souvent, la réalité dépasse la fiction. Oui, c'est ce qu'il y a de fascinant en histoire. Vous savez, souvent on serait bien en peine d'imaginer des scénarios aussi incroyables que ceux que nous offrent les faits réels. Alors, qui était Gilles de Rais? Que lui a-t-on reproché? Que sait-on vraiment aujourd'hui de ses crimes? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble maintenant. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous plongeons aujourd'hui dans une époque troublée de l'histoire, l'époque de tous les excès, de tous les dérèglements. Ce début de XVe siècle est une période de transition entre la toute fin du Moyen-Âge, on appellera ça le bas Moyen-Âge, et ce qu'on appellera plus tard la Renaissance. Au moins dans les élites, on a l'impression que les contemporains cherchent de nouveaux repères. Vous savez, si l'on en croit les vieux manuels, on serait passé comme ça sans transition du Moyen-Âge, d'un Moyen-Âge un peu grossier, inculte, à une Renaissance lumineuse, raffinée et pleine de la culture des antiques. En vérité, les choses se sont faites beaucoup plus progressivement et dans la durée, avant même la redécouverte des sources antiques, avant la rupture décisive des guerres d'Italie. Le début du XVe siècle a été marqué par une efflorescence des lettres et des arts, par un grand raffinement de la vie quotidienne qui se constate aussi bien à la cour de Bourgogne, on en parlait l'autre jour, que dans les propriétés d'un grand mécène comme le duc de Berry, par exemple, celui des très riches heures. On a un petit peu oublié cette époque à l'heure actuelle. À mon avis, le jour où on va redécouvrir toutes ces merveilles en matière d'architecture, d'orfèvrerie, d'enluminure, on va se rendre compte que ce moment de transition, de confrontation entre la foi et la raison, de naissance de l'individualisme aussi, que cette époque a engendré les plus grands raffinements et, c'est presque, ça va de pair, les pires perversions qu'on puisse imaginer. C'est une époque donc très passionnante. Or, justement, à cette période, on peut dire que personne n'a été à ce point, à ce degré du raffinement et de la perversion que Gilles de Rais. Ce qu'il faut savoir, si on veut avoir une chance de comprendre ce personnage, c'est qu'en dépit de toutes les transformations de société, on est encore et pour quelques décennies dans un système largement féodal. Ça, c'est fondamental. Gilles de Rais est un chevalier, il a reçu l'initiation du chevalier, c'est un héritier, c'est un suzerain. Son grand-père Jean de Cran lui laisse en 1425 de nombreux châteaux, des territoires immenses en Vendée et en pays nantais, du pays de Rais jusqu'à l'océan. Il est à la tête d'une fortune gigantesque. C'est un très puissant seigneur, absolument intouchable, ce qui va expliquer bien des choses, et que sa réputation place au-dessus de l'ordre social. En même temps, cette position le met en concurrence avec un certain nombre de ses semblables, et notamment avec ses deux grands et puissants voisins, que sont le duc de Bretagne et le roi de France lui-même. Enfin, le roi de France. Je vous rappelle qu'à l'époque, les Anglais sont partout en France. On comprend que le dauphin, fils du roi fou Charles VI, le futur Charles VII, qui du fait de l'occupation anglaise n'est jamais que roi de Bourges et de Poitiers, on comprend que ce dauphin ait mis un point d'honneur à s'allier à tout ce qu'il y avait de puissant dans les fidèles du royaume, et notamment à ce jeune Gilles de Rais, dont il a fait un de ses chefs de guerre. Il lui fait miroiter la dignité de maréchal de France. Gilles, qui s'allie au puissant La Trémouille, va essayer d'aider autant qu'il le peut le dauphin. Il arme des troupes, il tient son rang à la cour, à Chinon. Il est d'ailleurs là le jour où se présente, venue des marches de Lorraine, en vérité du Barrois, cette jeune fille étrange qui affirme entendre des voix et qui désigne le gentil dauphin comme héritier légitime du trône. Il est là pour accueillir Jeanne d'Arc. Si je devais faire le portrait psychologique de Gilles de Rais,
Je dirais qu'il est hanté par la notion de pureté. C'est en ça, peut-être, qu'il est avant tout l'enfant de son époque. À ses yeux, l'âme, qui est pure par essence, se trouve engluée dans un corps impur et même source de toutes les souillures. On est là dans une approche très proche, c'est Saint Augustin finalement, c'est tout à fait l'état d'esprit de cette époque. Saint Thomas d'Aquin n'a pas touché directement la philosophie, si je puis dire, l'état d'esprit, la mentalité de Gilles de Rais. Comment s'étonner qu'avec une telle obsession de pureté, Gilles n'éprouve pas très vite une violente admiration pour Jeanne d'Arc. C'est en fait un amour très pur, très éthéré que le jeune homme, qui par ailleurs n'est pas porté vers les femmes, éprouve pour celle qui devient à ses côtés et en partie grâce à lui la pucelle d'Orléans. Il faut se dire qu'avec Dunois, avec La Hire, Xaintrailles, etc., Rais se bat aux côtés de Jeanne. Et le jour du sacre, à Reims, c'est à Gilles de Rais qu'on a confié la sainte ampoule de Clovis tout de même. Il est fait maréchal de France dans la foulée, il va continuer à suivre Jeanne au siège de Paris et ailleurs, et quand après la fin de la Reconquête, quand il apprend qu'elle est à Rouen prisonnière des Anglais, il organise une expédition pour la sauver, expédition dont vous savez qu'elle aura été un échec. Jeanne est brûlée, Gilles est horrifié, on a brûlé une sainte, on a brûlé ce qui peut-être aura été le seul grand amour de sa vie. Voilà donc un homme brisé, absolument dégoûté de la vie, anéanti, le mot n'est pas trop fort, et qui rentre dans cette ère, dans un état que nous qualifierions, nous, de dépressif. Alors peu à peu, Gilles de Rais va reprendre goût à l'existence, mais ce sera toujours à travers une espèce de quête inépuisable de pureté, une quête d'innocence et de beauté. Il a tous les attributs d'un grand seigneur. Les écuries de Gilles de Rais servent de modèle à celles du roi d'Angleterre. Sa bibliothèque est connue dans toute l'Europe et jusqu'à Moscou. Il entretient une collégiale qui fait rêver les cardinaux de Rome avec 80 desservants, s'il vous plaît, et un véritable jeu d'orgue, dont un ambulant. Tout ça est extraordinaire pour l'époque. Gilles éprouve une vraie passion, je vous l'ai dit, pour la pureté, notamment à travers les voix d'enfants. La figure de l'ange est omniprésente chez lui. Or, pour Gilles de Rais, cet objet d'extase devient un objet de jouissance quand il est confronté à la souillure, à la violence. N'ayons pas peur des mots. Dans notre terminologie actuelle, nous dirions que le seigneur de Tiffauges présente tous les symptômes de la pédophilie. Eh bien, ces symptômes-là, il va bientôt les mettre en pratique. Chinon, composé par Éric Serra sur Europe 1, extrait de la bande originale du film de Luc Besson, Jeanne d'Arc. Alors nous avons vu que depuis la mort de Jeanne d'Arc, depuis la mort de son idole et son retour sur ses terres, le maréchal de Rais, il a même pas 30 ans à l'époque, mène un train de vie absolument princier. Ses dépenses somptuaires s'accumulent, sa grande libéralité confine à la prodigalité. On a beau écraser les populations d'impôts, ça ne suffit pas, évidemment. Alors la famille s'inquiète, il est marié quand même, Gilles de Rais, il est marié à Catherine de Thouars, qui est une riche héritière, même s'il le voit très rarement, sa femme qui vit à l'écart à Pouzauges. Il lui a fait une fille tout de même, Marie. La famille s'inquiète, elle le déclare prodigue, elle nomme un procureur pour s'occuper de ses comptes. Or, comme toujours dans ce genre de situation, il faut compter avec ceux qui en profitent et qui se servent au passage. Et en l'occurrence, il y a deux noms qui reviennent toujours dès lors qu'il est question de la dilapidation de l'immense fortune d'écran. C'est justement le procureur de Gilles de Rais, son cousin, qui s'appelle Roger de Briqueville et qui se fera plus tard le complice de ces crimes. Et puis c'est un autre cousin, lui aussi lié au crime, Gilbert de Sillé. Il faut quand même s'imaginer ce que ça peut être, cette prodigalité. Gilles de Rais va jusqu'à écrire et monter un mystère. Vous savez, le mystère, c'était le théâtre de l'époque, une grande représentation religieuse à Orléans, pour laquelle il y a 600 exécutants qui changent constamment de costume. Tout ça coûte des fortunes.
fortune. Ah, si seulement on pouvait, comme certains le prétendent à l'époque, changer le plomb en or. Ça, c'est une idée qui flatte le penchant de Gilles de Rais pour la pureté, pour la purification. Le maréchal va se jeter à corps perdu dans l'alchimie, et c'est comme ça qu'il va faire la rencontre d'un certain nombre de personnalités peu recommandables, le prêtre Blanchet, la Rivière, etc., qui vont faire des incantations au diable. Il fait venir depuis Florence un certain Prélati, et peu à peu, ces gens prennent un ascendant sur leur jeune maître. Prélati et ses comparses attirent chaque jour un peu plus Gilles de Rais vers le fond du gouffre. Il est question d'incantations diaboliques, je vous l'ai dit, de pratiques sataniques et, un jour, de sacrifices humains. C'est à ce moment-là que les pulsions pédophiles de Gilles de Rais vont rencontrer son excitation devant l'innocence et la pureté, sa volonté de percer le mystère de la pierre philosophale, sa fascination pour le mal, tout simplement. Et pour parler clair, c'est le moment où les excès de toutes sortes basculent dans le crime et dans le pire des crimes, des semaines, des mois, des années durant. Gilles de Rais et ses complices vont tourmenter, vont violer, vont souiller, vont tuer des petits garçons que l'on suspend à des crochets dans les caves de Chantossé puis de Tiffauges. Cette criminalité sans nom et, j'allais dire quasiment sans exemple, en tout cas avec de très rares exemples dans l'histoire, cette criminalité est bien organisée. Les complices vont recruter les enfants dans les campagnes. On fait miroiter aux parents un peu d'argent et puis on donne aux enfants des habits, de la nourriture. Certains parents vont même jusqu'à payer. Ceux qui s'étonnent d'être sans nouvelles se voient rassurés. On leur explique que leurs enfants sont partis au loin. Et pendant ce temps, la situation financière et patrimoniale de Gilles de Rais continue de se dégrader. D'autres suzerains vont profiter sans scrupule de cette fortune, à commencer par le duc Jean de Bretagne, qui rachète à tour de bras des pays entiers qui viennent consolider les marches de son duché. La plupart des cessions se font à réméré, c'est-à-dire avec une option de rachat. Et ça explique peut-être, en partie en tout cas, la volonté du duc de Bretagne de se débarrasser de Gilles de Rais après l'avoir dépouillé de ses terres. De même, l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, à force de lui racheter des biens, se trouve être le débiteur de Gilles de Rais, et ce pour des sommes énormes. Lui aussi aura tout intérêt à le perdre. Cette coalition de puissances sacrées et profanes contre la tête du maréchal de France a fait dire à certains érudits que Gilles de Rais était tombé victime d'abord d'un complot d'intérêts armés contre lui. C'est sans doute vrai en partie, mais en même temps, ça ne l'exonère en rien des faits monstrueux qui lui sont reprochés. Le procès d'église reproche à Gilles de Rais 200 crimes d'enfants. La cour séculière en retiendra 140 nettement établis. Les historiens modernes, eux, sont extrêmement divisés. Certains parlent de plusieurs centaines de crimes, d'autres de seulement quelques dizaines. Il n'empêche, beaucoup de jeunes garçons ont été violés, torturés, assassinés. Ça, c'est une certitude, et procès politique ou pas, on ne peut pas exonérer Gilles de Rais de ses crimes. Jusqu'où vont-ils aller? Comment va-t-il les payer? C'est ce que nous voyons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Gilles de Rais, la légende sanglante, voilà ce que nous raconte aujourd'hui Franck sur Europe 1. Mais c'est pas brillant ce qu'on raconte aujourd'hui. Il est important quand même de ne jamais perdre de vue, même au moment des pires crimes, la religiosité du personnage. Cet ogre, si je puis dire, ne s'est jamais détourné d'une pratique assidue de la religion. Il a même été fait chanoine laïque à Saint-Hilaire de Poitiers, que je connais si bien par ailleurs. Il a constamment confessé ses crimes. On peut penser que c'est d'ailleurs la confession qui lui a permis, en tout cas sur un plan psychologique, de tenir aussi longtemps. Aux yeux du personnage, ses crimes étaient abjects, il en avait conscience, mais son âme se maintenait dans le giron de Dieu, selon son expression. À notre époque, tout ça est un peu difficile à admettre. Ça demande une certaine gymnastique intellectuelle, mais au XVe siècle, ce divorce de l'âme et du corps peut être compris, on parlerait peut-être, nous, d'une forme de schizophrénie. Le 13 septembre 1440, Gilles de Rais est arrêté, tout de même, par le capitaine Labbé. Le 11 octobre de la même année, il comparaît devant une double cour civile et ecclésiastique sous la souveraineté du duc de Bretagne, ce qui au passage est irrégulier concernant un sujet du roi de France. Et quel sujet, puisqu'il s'agit quand même d'un maréchal de France, peu importe. Ce qui compte pour nous, c'est l'attitude de Gilles de Rais. On a trouvé des charniers contenant des corps à Chantossé comme à Tiffauges. On a surtout, sous la torture, obtenu des aveux effroyables d'un certain nombre de ses complices. Gilles de Rais va-t-il s'effondrer ? Non.
Il comparait, en tout cas à la première audience, revêtu d'atours blancs, paré d'hermine, avec ses ordres de chevalerie. « Messire, je vous prie d'expédier vivement mon affaire et de me renvoyer en hâte, car j'ai grand presse de me consacrer au service de Dieu qui m'a remis de mes péchés, dit-il. » Et il faut dire qu'il a, à l'époque, la conviction, parce qu'on le lui a aussi prédit, qu'il finirait sa vie comme moine à se repentir des crimes du passé. Pendant 2 jours, on peut dire qu'il toise le tribunal. Il nie ce qu'on lui reproche avec une certaine assurance, même avec une forme de morgue. On finirait presque par douter. Seulement, l'ogre, si je puis dire, souffre d'un point faible et le maréchal d'un défaut dans sa cuirasse. C'est cette volonté toujours obsessionnelle d'assurer le salut de son âme. Et les juges vont trouver comment le confondre. On le somme de jurer sur les Écritures de dire la vérité. Et là, Gilles de Rais refuse. Il se confond, alors les accusateurs religieux frappent un grand coup. Ils vont excommunier Gilles de Rais. Et ça, pour lui, c'est une idée insupportable. On a tendance à penser que Gilles de Rais voulait laver sa conscience dans les aveux qu'il va faire par la suite. En réalité, ce qu'il veut surtout, c'est faire lever la sanction d'excommunication et donc, à ses yeux, sauver son âme. C'est pour cela qu'il va se lancer d'abord à huis clos, puis en séance publique, il va se lancer dans la plus terrible des confessions qu'on ait jamais entendues. Gilles de Rais a abandonné à ce moment-là ses somptueux atours, il a revêtu la chemise grossière rougeâtre des gens du peuple. « Il n'est personne au monde qui sache ou puisse comprendre tout ce que j'ai fait dans ma vie, dit-il. » Et il entre dans le détail de ce qu'il a pu commettre. On lui demande combien combien de victimes? 6-20 chaque année. 6-20, 120, dit-il. Enfin, dit-il, disent les actes. À mesure qu'il se délivre du poids énorme de tous ses remords accumulés, Gilles de Rais sanglote. Et en même temps, on va le voir peu à peu comme s'il se libérait, sourire. On pourrait le croire fou, il est plutôt choqué et soulagé tout à la fois de se charger devant la justice des hommes avec l'espoir de s'alléger devant la justice de Dieu. Dans une chapelle désaffectée de Nantes, c'est là que se déroulent les débats, et malgré la présence de nombreux parents des petites victimes, on peut dire que dans cet endroit, le silence est impressionnant. Le 25 octobre de cet an 1440, Gilles de Rais est donc condamné à la corde et au bûcher. Il sera exécuté dans la prairie de Biesse. Et ce qui est extraordinaire et que nous allons voir dans un instant, c'est que jusqu'au bout, Gilles de Rais n'aura cessé de prier et d'entraîner avec lui dans la prière une foule venue littéralement communier avec lui dans l'expiation et dans une tentative de rédemption. Ce sont des pratiques qui restent entièrement médiévales et qui pour nous sont difficiles à comprendre. Nous allons pourtant essayer de le faire dans un instant. Je reprends. Nous sommes en compagnie du biographe de Gilles de Rais, d'un historien médiéviste qui pourrait nous aider à mieux comprendre les mentalités du temps. Nous sommes en compagnie de Matei Kazakou. Merci beaucoup d'être avec nous. On a du mal aujourd'hui à comprendre qu'un homme auquel aient été reprochés des crimes aussi durs et aussi nombreux, alors vous allez nous dire, vous, qu'ils étaient peut-être un peu moins nombreux que ce qu'on a pu dire, c'est difficile à savoir en tout cas, mais ils sont incontestables ces crimes. On a du mal à comprendre que le public, au moment de l'exécution de Gilles de Rais, soit venu là communier en larmes autour de lui et l'accompagner quasiment comme une sorte de saint. C'est bizarre tout de même. Oui et non, parce que j'ai eu toujours l'impression que le public attend la confession du coupable. C'est son repentir qui lui gagne, sinon la sympathie, du moins l'intérêt, l'empathie du public. Et c'est à partir de ce moment-là où, ayant abondamment reconnu ses crimes, pleuré sur leur ampleur, demandé pardon aux parents et à tout le monde, que Gilles de Rais gagne leur cœur, et puis il s'adresse avec une force inimaginable aux mêmes gens en les exhortant à bien élever leurs enfants. Il leur donne des leçons d'éducation en disant « ne faites pas comme cela a été fait avec moi ». Et là, c'est un élément biographique qui apparaît et qui est d'ailleurs commun aux tueurs en série, perte des parents à un âge très très jeune, et donc perte de repères
absence donc de père. L'oisiveté et la licence m'a conduit où je suis, dit-il. Voilà, les mots-clés, et avec un autre que j'ai eu de la peine, mais enfin que j'ai fini par saisir. Il parle souvent de façon délicate. Vêtements délicats, nourriture délicate, manière délicate. Or, délicate, ce n'est pas... Au XVe siècle et au Moyen-Âge, ce n'est pas exactement ce que nous considérons aujourd'hui délicat, parce que ça veut dire aussi voluptueux, riche pour les aliments, ça peut être lascif, des saveurs voluptueux, riches, lascif, voluptueux. Ouais. Donc, il y a là un ensemble de facteurs que Gilles de Rais met en place, adresse aux parents. Donc cette exhortation, élevez bien vos enfants et prenez soin d'eux. Préservez-les de la mollesse. Voilà, sorte. La mollesse. Et en même temps, cela, je le répète, va dans le sens des caractéristiques des tueurs en série qui sont tout le temps conscients que les pulsions qu'ils leur ordonnent à tuer sont absolument incontrôlables et qu'ils n'y sont pour rien. Ils sont absolument indépendants de ces pulsions. Cela arrive très, très souvent, malheureusement. On voit dans les procès d'aujourd'hui des individus qui déclarent « j'ai assassiné tant de personnes, j'ai entendu une voix où j'ai senti qu'il fallait les tuer ». C'est quoi ça? La médecine ne nous dit rien là-dessus, parce qu'en général, la justice les exécute ou aux États-Unis ou les met en prison pour long terme, mais on n'ouvre pas leur cerveau, on ne fait pas d'expérience et on n'essaye pas de comprendre ce qu'il y a derrière. Que peut-on dire avec le recul de l'historien de la nature des crimes et de la nature du procès de Gilles de Rais? C'est ce que nous voyons dans un moment. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Matei Kazakou, qui est chercheur au CNRS, auteur de Gilles de Rais chez Talendier. C'est un ouvrage qui va bientôt être réédité en format poche texto au mois d'avril, précisément. Au printemps, oui, c'est ça. Et vous êtes aussi l'auteur, vous êtes fait une spécialité des grands personnages charmants, Matei Kazakou. Vous êtes l'auteur d'une biographie de Dracula, notamment. Oui. Vous êtes roumain, du reste, vous-même. On entend vous faites chanter la langue. Oui. Et de Frankenstein également, vous avez travaillé sur tous ces mythes. Oui, mythes et réalités. Ceux qui se cachent derrière les mythes d'aujourd'hui et de toujours. Les réalités sont parfois plus passionnantes et plus riches que le mythe. Alors justement, concernant Gilles de Rais, ce qui est fascinant, c'est que le personnage est devenu une légende, bien entendu. Il a d'ailleurs servi de modèle, je le disais, à Charles Perrault pour Barbe Bleue et à bien d'autres du reste. Il est une sorte d'ogre réel. Lorsqu'on va en Vendée aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de touristes qui se pressent aux portes du château de Tiffauges, par exemple. On cherche le souvenir de Gilles de Rais, on aimerait pouvoir aller sur les lieux du crime. C'est ça peut-être qui fascine le public. Je pourrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi-même quand je suis allé là pour la première fois, en 1975. J'étais vécu dans un costume de blue jeans et j'avais une grosse barbe noire et les cheveux assez longs. Et je suis entré dans une maison paysanne très modeste dans un village juste à côté de Tiffauges. C'était un dimanche. Il y avait un groupe de personnes assises à table qui finissaient leur repas. Et moi, vraiment comme un bleu, je dirais, comme un grand innocent, j'ouvre la porte et je leur dis « Bonjour, messieurs, dames, connaissez-vous des histoires de Barbe Bleue ?» Et là, quand ils m'ont vu, il y a eu un cri et ils se sont enfuis. Je vous jure, j'étais tout en bleu, une grosse barbe, et je trouve que je ressemblais un peu au portrait de Ferrand. Et donc, on m'a dit, mais monsieur, ici on ne rigole pas avec Barbe Bleue, c'est l'histoire qu'on raconte aux petits-enfants, encore aujourd'hui, et ce n'est pas l'histoire de Perrault qui finit comme elle finit, c'est une version, ou des versions populaires. Et c'est encore très présent. Donc ça... Alors, ce personnage, qu'est-ce qu'on peut en savoir dans la mesure où il était maréchal de France, où il a été l'un des compagnons de Jeanne d'Arc? C'est un des personnages du début du XVe siècle sur lesquels on a le plus d'informations. Ça n'est pas du tout un inconnu pour l'historien, ce Gilles de Rais. Justement. Et c'est à cause de ça qu'il y a tant d'interprétations, parce qu'on n'imagine pas un riche seigneur qui possède des domaines et des revenus qui le place, mais vraiment dans la catégorie des super, hyper, extra riches de ces jours, qui peut s'offrir tous les luxes et tout ce qu'il désire, et qui sacrifie
sciemment une grande partie de cette fortune, tout d'abord pour armer des soldats, des troupes, lutter contre les Anglais. Évidemment, il est touché directement dans ses biens, dans ses propriétés, parce qu'il en a en Anjou, et à Alençon et Poitiers. Donc, ça le touche directement. Néanmoins, il met au service du roi de France des troupes qui coûtent énormément. Jean Contamine en a fait le calcul. On est à une époque où les armées sont financées par les seigneurs eux-mêmes et ça coûte oui. des fortunes gigantesques, évidemment. Et oui, et où le trésor du roi paye mal ou paye pas du tout ou très tardivement. Et donc, il y en a qui se ruinent, mais la plupart refusent de participer. On a constaté qu'une grande partie de l'aristocratie française ne s'est pas engagée dans la guerre de 100 ans, ce qui explique pourquoi, quelques années plus tard, Charles VII créera l'armée de métier. Donc, Gilles de Rais se lance avec des troupes que tout le monde admire, bien équipées, bien armées. Il met son épée au service de Charles VII. Et là, et surtout du duc d'Anjou, qui est son souverain direct, parce il dépend aussi de lui, comme il dépend du duc de Bretagne, mais qui est un allié des Anglais, donc il n'en a cure. Et puis, le roi. Et donc, c'est là qu'à la cour de Chinon, Jeanne d'Arc fait son apparition, et c'est à lui, à Gilles de Rais, que le roi confie la charge des troupes royales, troupes des grands seigneurs, des grands fauves, Xantrailles, etc., qui, sous la direction spirituelle, on pourrait dire, de Jeanne d'Arc, qui est une sorte de commissaire politique, qui anime les troupes d'une idéologie, est un symbole flamme, en tout cas. Oui. Un symbole énorme, et qui va sauver Orléans. Donc, cet homme-là, et il a 24 ans. Il est né en 1405, comme je pense l'avoir reconstitué, septembre 1405. Il a 24 ans, et il combat déjà les Anglais depuis 5-6 ans au moins. Et il sauve même Jeanne d'Arc à un moment donné, où elle est en grand danger devant Orléans. Et puis, il participe donc à toute la campagne triomphale qui arrive à Reims pour le couronnement. J'ai dit tout à l'heure, je me suis peut-être un peu avancé, qu'il éprouvait sans doute une forme d'amour très pur pour Jeanne d'Arc. Mais je crois que tout le monde l'éprouvait. Point n'est besoin d'être Joris Karl Huysmans, qui dans son incomparable roman là-bas a essayé de comprendre cette vénération de ces grands fauves qui sont tous ces combattants. Qui deviennent des agneaux autour de Jeanne d'Arc. Qui bêlent autour d'elle et qui paissent l'herbe des prêches et qui communient et confessent tous les matins. Faut le faire, hein, alors que on les accuse par ailleurs dans des actes très officiels de crimes épouvantables. Tout le monde brûlé, pillé. J'ai donné des citations là, c'est épouvantable. Gilles de Rais, en comparaison, était vraiment un débutant par certains côtés. Je laisse de côté là les crimes, non pas. Donc, ils sont tous charmés par cette pucelle. C'est un phénomène de communauté de pensée et on pourrait dire de hypnotisme. Et tant que Gilles de Rais peut la suivre, cette pucelle, il est à l'abri de ses mauvais penchants, en quelque sorte. On peut le croire, ou alors il les abandonne, puisqu'on pense que ça avait commencé plus tôt. Mais en tout cas, il sert une noble cause. Ça, c'est absolument évident. Et puis, de retour sur ses terres, bénéficiant de cette très grande richesse qui n'est plus employée dans l'armement, mais qui devient qu'il utilise dans les chorales et dans les représentations religieuses. Alors là, c'est le début de la fin. Est-ce que la recherche de la pierre philosophale, est-ce que l'alchimie a joué un rôle déterminant dans le changement ? Oui, parce qu'il voulait évidemment entourer de toutes sortes de personnages plus ou moins douteux, mais c'était selon l'époque. Et évidemment, le goût pour l'alchimie lui est venu tout à fait naturellement. C'est ce que disent les actes du procès des contemporains. Tout le monde pratiquait ça, il n'y avait pas honte à en avoir. Donc il fait appel à un spécialiste qu'on lui amène de Florence, et qui... Prelati, non ? François Prelati, et qui invoque le dieu Baron. Alors le dieu Baron, ou maître Baron, c'est maître Aliboron, le nom français, et il apparaît sous la forme d'un jeune homme vêtu de mauve et tout, mais il ne répond pas aux demandes de Gilles de Rais, qui réclame donc fortune, gloire et trésor et savoir.
mais ne veut pas vendre son âme. Et donc là, il échoue. Et puis bon, il y a là toujours l'excuse habituelle, en essayant par des moyens chimiques, si on peut dire, on arrive à produire l'eau, la pierre philosophale, voilà, la substance, l'élixir qui transforme le plomb en or, et au moment où tout était prêt, badaboum, visite royale du château, il faut tout évacuer, on détruit tout. Bon, cela arrive toujours. Lorsque l'alchimiste, c'est la règle d'ailleurs, veut utiliser sa découverte pour des gains matériels, ça se détruit, il ne peut plus la refaire. C'est la loi de l'alchimie. Ce que nous avions vu en parlant de Nicolas Flamel, ici même, comme s'il y avait une sorte de barrière, oui. Une barrière naturelle. C'est ce qu'on dit, voilà. À partir de quand Gilles de Rais se livre-t-il à des crimes, et qui sont des crimes sexuels dans ses différentes propriétés ? D'après son propre aveu, c'est après la mort de son grand-père. 1432, c'est une date charnière. Il devient seul propriétaire, possesseur d'un immense domaine. Et là, entouré de gens, entouré de... Bien mal entouré. Oui. Bien mal entouré. Il est tout d'abord gyrovague, parce qu'on voit qu'il n'arrête pas de se rendre dans des différentes villes, et surtout à Orléans, qui était, je le rappelle, un des hauts lieux de l'homosexualité au Moyen-Âge, mais aussi pour faire représenter le mystère de la libération d'Orléans, qui est son œuvre... qu'il finance à très grands frais. De très grands frais. C'est un formidable mécène. Et là, il faut beaucoup de jeunes comédiens, évidemment. Donc donc les tentations sont très grandes. Je suppose que sa femme enfermée dans un château, il ne la voyait pas trop souvent. Et donc, les pulsions commencent à se manifester. Et ça va être le début de cette descente aux enfers et de tous ces crimes en série. Sur Europe 1 de la bande originale du film La Comtesse. C'est un film de Julie Delpy, Franck. Oui, c'est un peu l'équivalent. La Comtesse, c'est un peu l'équivalent de Gilles de Rais, mais on en a parlé. Herzebet. Herzebet, voilà. Bon. La comtesse sanglante. Alors, c'est Mathieu qui, par Internet, nous demande ce qu'on peut penser du procès en réhabilitation qui a eu lieu il y a environ 25 ans avec des sommités comme Rémi Chauvin, Henri Laborie, etc. C'est vrai que ça a été très médiatisé à l'époque. On a voulu nous dire que Gilles de Rais n'avait été victime que d'un procès politique et que toutes les accusations dont on l'avait accablé étaient fausses. Vous êtes là pour nous confirmer qu'il n'en est rien, que ces accusations sont quand même réelles, Mataï Kazakou, qu'elles ont un fond de vérité. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à le faire, c'est l'association des historiens médiévistes qui l'a fait en premier, en soulignant que l'histoire se fait sur la base de documents et que tout cela est très beau, évidemment, de douter. Et il y a de nombreux points noirs dans ce procès et de points d'interrogation. Je vous l'accorde, moi-même, j'ai été longtemps indécis, mais on ne peut pas nier qu'il y a eu culpabilité, puisqu'il l'a reconnu lui-même, et que, comme Jacques Chiffaud... Non seulement il l'a reconnu lui-même, mais il s'est auto-accusé et il s'est laissé arrêter sans aucune difficulté. Il n'a pas du tout opposé de résistance. Il adresse à ce moment-là une lettre au duc de Bretagne. Il lui dit « Monsieur mon cousin, honoré sire, etc. Il est bien vrai que je suis pécheur et de tous les pécheurs peut-être le plus détestable, ayant péché de corps et d'âme en maintes et maintes occurrences. Mais la vérité est aussi que je n'ai jamais manqué à mes devoirs de religion, entendant force messes, vêpres et oraisons, jeûnant au saint temps du carême et aux vigiles de fête, confessant et déplorant les 10 péchés que nature m'avait fait commettre, et recevant très dévotement le sang de notre Seigneur à tout le moins une fois l'an. Je vous prie, messieurs mon cousin, que vous me donniez licence de me retirer dans un couvent. » Et là, il pense qu'on va simplement se contenter de voir en lui un moine repentant.
Oui, sauf que la justice ecclésiastique lui en voulait beaucoup. C'est Jean de Malestroit, l'évêque de Nantes, oui. Avec lequel il avait un contentieux qui remontait à presque 2 décennies, et qui organise l'enquête. C'est une enquête dans le voisinage, et qui reçoit des témoignages absolument accablants, et qui réussit surtout à débaucher un des proches de Gilles de Rais, et je soupçonne fort qu'il s'agissait d'Eustache Blanchet. C'est l'homme qui lui avait fait venir Francesco Prelati, donc c'est lui qui était responsable des invocations diaboliques, et qui, de ce fait, risquait le plus, puisque, à l'époque, dans les procès de l'Inquisition, l'invocation diabolique, donc le commerce avec Satan, signifiait automatiquement que l'on était hérétique. Et quand on était hérétique, l'hérésie signifiait également et immédiatement lèse-majesté. Le décret, donc c'était lèse-majesté contre le souverain, contre le prince, le roi, et en même temps, ayant eu commerce avec Satan, la sodomie et les actes du même type venaient automatiquement. C'était donc il suffisait de mettre le doigt dans l'engrenage, reconnaître qu'on avait invoqué Satan pour vous traiter. Tout venait avec. Voilà. C'est qui fait pousser Jacques Chiffolo à dire que c'était un procès politique. D'accord. Mais il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire, évidemment, c'était un aspect fondamental, mais il y a les plaintes des parents, il y a les témoignages de ces gens-là. Au début, ils sont 8, dont on mentionne le nom. Tous ces parents disent « Mon fils a disparu. Il avait tant d'années, il jouait, il a disparu dans tel endroit. » Personne n'accuse Gilles de Rais. Personne ne dit... On a un très grand nombre de ces témoignages, de ces plaintes, et encore on peut imaginer que tout le monde n'est pas venu se plaindre. Oui, d'autre part, il nous manque les témoignages des autres complices de Gilles de Rais, des 2 femmes rabatteuses, la Meffray et l'autre. Mais la Meffray qui parcourait les provinces avec le visage voilé pour essayer de récupérer des jeunes gens, en fait. D'où son nom, Meffray, elle Meffray. Et donc, on a pour tous les détails horribles, c'est Eustache Blanchet, c'est quelqu'un de l'intérieur qui a vendu la mèche, si on peut dire, pour sauver sa propre peau. Donc là, Gilles de Rais a constaté qu'il était battu sur son propre terrain, parce que la connaissance des faits intérieurs est beaucoup plus importante que le fait qu'un enfant ait disparu aux côtés d'un château. À l'époque, il y avait tant d'enfants qui disparaissaient sur les routes, il y avait les guerres, il y avait les famines, les maladies. On enlevait aussi des enfants, comme on enlève aujourd'hui, non ? Il y a tant de procès pour tout ça. Donc, pour que toutes ces accusations pointent contre lui, c'est qu'il y avait eu une connaissance de l'intérieur. Et c'est ça que Gilles de Rais a fini donc par avouer. Mais ce qui va l'ébranler, ce ne sont pas les révélations sur les atroces pratiques de Tiffauges et d'ailleurs. Ce qui va l'ébranler, c'est l'excommunication. Mais oui, parce que l'excommunication à l'époque signifiait interdiction pour tout un chacun de vous adresser la parole, de vous serrer la main, de vous donner à manger, de vous recevoir chez lui, de vous parler. Et puis perte de l'âme. Et surtout, oui, aussi du salut, plus possibilité pour tout un chacun de vous tuer, par exemple, ou de vous blesser, sans qu'il soit puni. Impunément. Mais c'était une exclusion de la communauté de l'Église vivante. Et ça, pour les hommes de cette époque-là, c'était fondamental, beaucoup plus important. On peut croire Gilles de Rais, qui avait fait tant d'années la guerre, qui avait dû subir des blessures, qui avait dû voir des horreurs sur les champs de bataille, que le corps peut-être l'intéressait moins, mais c'était le salut de son âme qui lui importait le plus. Et on va le voir quasiment soulagé d'avoir avoué ses crimes, d'être condamné. On pourrait presque dire qu'il marche à la potence, presque heureux. Oui, parce que tout d'abord, il connaît l'heure de sa mise à mort, chose rarissime à l'époque. Et ce qu'il ne sait pas, ou peut-être il le sait, c'est que sa famille, et surtout des dames et des demoiselles de haute condition, comme dit le contemporain, avait grassement payé le bourreau pour qu'il l'étrangle avant que les flammes ne le brûlent, et après quoi ils enlèvent le corps n'est pas brûlé. Alors il a été seulement léché par les flammes, dit-on. Hein. Léché par les flammes. Donc ça, c'est très important, parce que pour le jugement dernier, et surtout pour son statut, le fait d'être brûlé signifiait qu'il était hérétique,
comme ces deux compagnons qui, en dépit de leurs aveux, ont été brûlés. Lui, il n'est pas brûlé. Et pour lui, il sera enterré néanmoins. Oui. Il sera enterré, mais il est entier pour le jugement dernier. Et ça lui compte aussi. Et puis il y a donc ce moment tout à fait incroyable dans l'histoire où l'on voit une foule entière communier avec cet homme repentant. C'est tout à fait spectaculaire et c'est très symptomatique de cette fin de Moyen-Âge, de cette période du XVe siècle. Merci beaucoup Mattei Kazakou de nous avoir précisé toutes ces choses. Je rappelle que votre Gilles de Rais, publié chez Talendier en 2005, sera bientôt réédité en format de poche dans la célèbre et magnifique collection Texto. Ce sera en avril prochain, en avril 2012.